Aujourd'hui, nous avons une journée très spéciale sur un thème qui concerne tout le monde, le Nord, l'Arctique, le froid, la neige, la glace. Et une journée au cours de laquelle des artistes et des scientifiques vont avoir l'occasion d'échanger des points de vue, parfois des résultats ou des œuvres d'art. La particularité de cette journée, c'est le décloisonnement des disciplines scientifiques. De mettre dans une même salle, autour d'une même table, des gens qui œuvrent en art, qui sont scientifiques, qui sont géographes, qui travaillent en communication, sur le climat, et de les voir discuter d'un même objet à partir de leur point de vue qui est souvent très très différent. Alors, ouais, je me souviens quand j'étais au lycée, j'adorais les maths, j'avais 10 heures de maths par semaine à la fin, pour vous montrer un petit peu qu'on peut complètement dériver de parcours et trouver des passerelles petit à petit quand on évolue dans ses études. Après ce parcours plutôt très matheux, j'ai dérivé complètement vers les humanités environnementales, puisque j'ai étudié l'histoire et la littérature particulièrement, dans une perspective environnementale, après la géographie, un peu de climatologie, et puis je me suis lancé dans une thèse de doctorat en géographie en 2014, que j'ai soutenue récemment, et puis ensuite j'ai continué à travailler plutôt sur les risques naturels, les inondations et les sécheresses, et puis sur les liens entre art et climat. Aujourd'hui, bien sûr, je ciblerai la présentation sur ces liens entre art et climat. Alors, on va fonctionner un peu par coupe et gigogne. Dans l'art, bien sûr, il y a une entrée qui sera privilégiée, c'est les peintures hollandaises du XVIIe siècle. Quelques mots sur cette production picturale. Il faut quand même s'imaginer qu'à l'époque, l'art se résume à la peinture. C'est comme aujourd'hui, dans nos intérieurs, on affiche des photographies. À l'époque, eux, ce qu'ils avaient sous la main, c'était des peintures qu'ils pouvaient mettre, avec par exemple cette moyenne dans une ville relativement importante à l'époque aux Pays-Bas, à Delft, 53 tableaux qu'on a recensés dans les maisons les plus riches et 7 dans les maisons les plus modestes. Donc ça vous donne un peu l'ampleur de cette production picturale au XVIIe siècle qui peut s'apparenter un petit peu aux images aujourd'hui qu'on a. Vous avez d'autres chiffres qui montrent également l'importance de cette peinture hollandaise qui est commandée par des bourgeois qui avaient les moyens de s'acheter des peintures. Certaines coûtaient relativement cher, d'autres étaient très accessibles. Il y avait tout un tas d'artistes dont c'était le travail uniquement. Là, vous en avez un exemple ici. Pour ce qui est de la science, je m'intéresserai donc au climat, avec un petit rappel de 4 concepts, ça va être rapide, mais que je vais utiliser pendant cet exposé, qui correspondent à 4 temporalités climatiques. On va partir de la gauche, une temporalité assez large, qui est le petit âge glaciaire, qui court en gros de 1300 à 1860. Selon les auteurs, c'est une période de rafraîchissement climatique qu'on a assez bien caractérisée, notamment en Amérique du Nord et en Europe, où on estime à moins 1, voire moins 1,5 degré les températures par rapport à celles du début du XXe siècle. Donc c'est évidemment qu'une moyenne qui reflète ensuite tout un tas de variabilités. Donc, le XVIIe siècle que j'étudie se place dans ce petit âge glaciaire. Ensuite, la seconde temporalité, c'est celle du climat. Le climat, ici, je le définis comme une intégration moyenne d'une pluralité de types de temps. On va avoir donc une idée de température moyenne, de précipitation, de pluie moyenne à l'année, et donc ça se caractérise sur plusieurs années, et ça peut être aussi compartimenté en un certain nombre de régions climatiques. Ensuite, les saisons. Moi, j'étudierai l'hiver particulièrement, donc saisons qui couvrent plusieurs mois et qui s'inscrivent dans des espaces multiples. Et puis ensuite, les types de temps. Type de temps, c'est vraiment l'instantané météorologique, c'est le moment précis qu'on peut caractériser dans un lieu. Aujourd'hui, maintenant, la température est de moins 13 degrés, le ciel est dégagé, ça c'est le type de temps. Et c'est à partir de ces études, ces caractéristiques du type de temps, qu'on va pouvoir déduire des caractéristiques saisonnières, puis des caractéristiques climatiques. Pour connaître un petit peu mieux ces temporalités au XVIIe siècle, j'ai utilisé particulièrement des sources écrites de personnes qu'on peut qualifier de météophiles. C'est un terme proposé par un chercheur, un collègue, Martin de la Soudière, qui définit
des personnes fanatiques de météo à toutes les époques. Peut-être que parmi nous, dans cette salle, il y a des personnes qui comparent les chutes de neige, qui postent des images de météo assez extrêmes ici. Et ça peut vraiment être identifié au XVIIe siècle comme aujourd'hui. Donc à travers tout un tas de lettres, de carnets, de journaux que ces personnes ont écrits. Ces sources, elles nous permettent de caractériser donc des types de temps, parce qu'elles vont décrire le temps observé sur la journée. Aujourd'hui a été une journée très neigeuse, très pluvieuse, il a fait très froid. Et donc c'est à partir de ces descriptions narratives qu'on peut déduire après des caractéristiques saisonnières, qu'on peut essayer de faire des moyennes, donc d'aller du côté de cette échelle climatique, voire de tendre vers la reconstitution du petit âge glaciaire. Tout ça, c'est important à garder en mémoire que vraiment toutes les sources, elles nous parlent d'une seule temporalité, et c'est le travail du chercheur d'arriver à déduire d'autres temporalités à partir de ces sources-là. Pour ce qui est des peintures, c'est à peu près le même travail en fait, puisqu'une peinture, en quelque sorte, elle montre un instantané. On va faire un petit travail ensemble après, elle montre un type de temps, et ça va être à moi d'essayer de voir comment, à partir d'une peinture qui montre un paysage, on va pouvoir essayer d'en déduire des caractéristiques saisonnières, climatiques, voire pluricentenaires. Ça, c'est un travail qui peut paraître un petit peu difficile. En fait, l'idée, c'est que à partir d'un corpus de peinture, on va pouvoir dériver vers ces autres temporalités. Comme si vous avez en tête des images, d'une marque de vêtements préférée, vous voyez une image d'un vêtement, donc vous arrivez à identifier vraiment ce vêtement-là, et si vous prenez une pluralité d'images de cette marque, vous allez pouvoir trouver des caractéristiques communes à cette marque, je ne sais pas, des formes, des couleurs, des coupes, qui vont faire qu'on va avoir une idée plus ou moins globale de la marque. Là, c'est par équivalence un petit peu comme ça, on prend une peinture et puis un certain nombre d'autres qui vont donner une idée de la saison, du climat, etc. Alors je commence par ces liens à Ré-Sciences en rappelant quelques concomitances de dates. 1565, c'est la première peinture hivernale datée en Europe de l'Ouest. Il y avait eu avant des enluminures, mais c'est vraiment Bruegel l'Ancien qui commence par peindre l'hiver, et c'est aussi le moment d'un hiver très rigoureux. En 1608, c'est la même chose, hiver très rigoureux en Europe, c'est certainement parmi les deux hivers les plus rudes du XVIIe siècle, et Averkamp, qui est un auteur hollandais, propose cette peinture-là. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à la fin du siècle d'or, donc qui court en gros sur tout ce XVIIe siècle, il y a d'autres hivers rudes, comme 1684, et par contre en 1684, on n'a quasiment plus aucune peinture qui essaye de traduire peut-être ces conditions climatiques. Donc là, ça donne déjà une première idée. On peut dire qu'il y a des liens apparemment entre un hiver très rude et peut-être une production picturale, mais il y a certainement d'autres facteurs qui expliquent pourquoi les artistes se sont mis à représenter l'hiver au XVIIe siècle en Hollande. Second lien qu'on peut faire, c'est une impression de réalisme. Quand on regarde une peinture, celle-ci de Bert van Gerner au milieu du XVIIe siècle, on peut recouper des sources écrites qui nous disent que cette peinture montre un certain nombre d'activités, de pratiques qui étaient tout à fait pratiquées à l'époque. Le jeu de golf, qui est une sorte d'ancêtre du hockey sur glace ici. Vous avez donc des joueurs qui tiennent une batte de golf et qui s'apprêtent à jouer. Il y a des descriptions de costumes qu'on trouve dans les sources écrites qui sont assez fidèlement représentées. Et puis aussi des descriptions climatiques, par exemple les ciels et la végétation, comme on va le voir tout de suite. Donc c'est le troisième temps de ce croisement entre art et science. Ici, on a bien une peinture qui montre un type de temps. Je vous laisse quelques secondes. Est-ce que vous arrivez à peu près à identifier où est l'ouest, le nord, le sud, l'est? Est-ce que c'est une peinture qui vous semble à peu près fidèle à ce que pourrait être une photographie ou à une condition climatique particulière en hiver? Ou est-ce que c'est une peinture qui s'appuie principalement sur l'imaginaire, notamment dans ces ciels? On peut avancer par étapes et identifier tout d'abord les nuages. Là, il y a une classification des nuages qui a été proposée au début du XIXe siècle, qu'on emploie toujours aujourd'hui, avec des cirrus, qui sont ces nuages
très fin qu'on observe souvent aux hautes altitudes. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y a de Cirrus. Des cumulus, qui sont ces nuages qui prennent souvent une extension verticale assez élevée, donc qui apparaissent plutôt ici. Et puis des stratus, qui sont les nuages plutôt des basses altitudes, des basses couches, qui sont assez caractéristiques des ciels d'hiver, enfin des ciels d'hiver quand on a une certaine humidité au sol, la couche de stratus se forme. Là, ça peut sembler assez cohérent d'avoir ces différents types de nuages. Ensuite, on a à gauche du tableau une couche de glace assez forte, puisque vous distinguez ici certainement des chevaux et un traîneau, ce qui montre que les températures sont suffisamment froides pour que le gel se soit installé. Si on regarde les arbres, on a cette fois-ci plus aucune feuille dans l'arbre. Donc là, ça montre aussi certainement qu'on est dans une période où il y a déjà eu quelques tempêtes hivernales qui ont fait tomber un certain nombre de feuilles d'automne qui étaient encore présentes sur ces arbres. Alors, on a une idée qui s'affine un petit peu. Là ensuite, on a un drapeau qui nous indique la direction du vent, qui est corroboré aussi par la fumée de la cheminée ici. Donc on a bien un vent qui vient de la gauche du tableau, qui va vers la droite du tableau. Et puis un autre indice, ce sont les ombres portées et des personnages. Là vous voyez qu'on a vous distinguez peut-être qu'on a des ombres du cheval qui sont un tout petit peu étirées vers la droite. Donc ce qui veut dire que le soleil, qui n'était jamais représenté directement dans la peinture, mais se situait peut-être quelque part par ici, ce qui a permis à cette ombre d'exister. Donc ça nous donne un certain nombre d'indications assez cohérentes qui correspondent bien à une condition météorologique d'hiver assez classique pour l'époque, où on a donc des conditions très froides, un soleil qui est situé plutôt à gauche, ce qui correspond certainement à l'ouest, puisqu'on a une perturbation qui avance d'ouest en est, on voit la direction du vent. La formation des nuages caractérise vraiment le passage d'un front météorologique, les cirrus qui se forment d'abord, puis les cumulus, puis les stratus. Ça veut dire probablement que si on s'inscrit dans l'imaginaire de l'artiste de cette époque et dans cette peinture, il pleuvra dans 4 heures, 5 heures, à partir du moment où des stratus se seraient développés et il y aurait eu l'avancée d'un front, où le front météorologique aurait progressé. Donc ça montre bien que cette description, enfin, cette représentation, elle est assez réaliste avec ce qu'on sait aujourd'hui de conditions météorologiques habituelles. On se situe donc peut-être en janvier ou en février, pas en décembre, sinon il y aurait certainement eu encore des feuilles dans les arbres, à un moment où les températures sont très froides, et à un moment où par contre il y aura peut-être une phase de dégel, en tout cas il va y avoir une perturbation qui va passer sur ce paysage-là. Voilà, donc pour ces liens Arré-Sciences, ça témoigne bien du fait que les artistes avaient une forme de sérieux dans leur représentation, puisqu'on peut interpréter les ciels, et ça c'est valable pour tout un tas de peintures, hein, c'est pas une exception, les ciels sont cohérents avec les connaissances qu'on a aujourd'hui des circulations météorologiques. Mais il y a aussi quelque chose qui peut être assez difficile, c'est que les artistes ont aussi fait des choix, et on a plein de sources justement de météophiles qui nous disent qu'il a beaucoup neigé, par exemple en 1616, en 1670, ou qu'il y a eu des hivers très doux, la neige n'est pas tombée une seule fois, aussi des caractéristiques plus sociales de l'hiver, avec des morts de froid, il y a la peste aussi qui sévit encore au XVIIe siècle, et puis des problèmes de subsistance. Or, toutes ces caractéristiques-là, elles sont absentes des peintures. On n'a aucune peinture qui montre de la neige qui atteint une certaine épaisseur. Alors c'est assez étonnant, quand je me suis baladé ici, vous voyez que la plupart des cours d'eau gelés ne sont pas déneigés. Or, ce qui est assez logique. Or, quand on regarde une peinture hollandaise du XVIIe siècle, systématiquement, tous les cours d'eau sont déneigés. Il n'y a pas de neige sur la glace. Il y a uniquement la glace qui s'est formée d'eau. C'est assez étonnant. Est-ce qu'ils les ont déneigés automatiquement? On sait qu'il a neigé pourtant à certaines époques. Donc voilà, ça nous amène à un certain nombre d'autres questionnements. Et quelques précisions aussi en climatologie historique, où j'ai pu reconstituer les circulations hivernales, un travail assez pointu à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, à l'aide de carnets d'un météophile qui, jour après jour, a écrit le temps qu'il faisait. Alors,
Alors bien sûr, c'est assez sommaire, c'est temps très froid, il a beaucoup neigé, bon, mais ça donne un petit indice des types de temps qui existaient pendant cette période-là d'une petite vingtaine d'années. Et ce dont on se rend compte, c'est que les artistes ont choisi un seul type de temps, qui est celui-ci, le gel sans précipitation. Donc en faisant un peu une généralisation, on peut dire que les artistes du XVIIe siècle, lorsqu'ils représentent des paysages, en fait, ils ne montrent qu'une infime partie de la palette de représentation qu'ils avaient sous les yeux, puisqu'on a bien des descriptions qui nous disent qu'il y avait des hivers, c'est sur décembre, janvier, février, hein, des hivers où il n'y avait pas de gel, des hivers où il pleuvait, où il neigeait, et ces représentations-là, elles sont totalement absentes. Et c'est ce que je vais maintenant interroger. Pourquoi on a une sorte de miroir déformant de l'hiver? Pourquoi les artistes se sont dit on va représenter tel type de temps, telles conditions climatiques, telles activités et pas telles autres? Là, c'est un certain nombre d'hypothèses que je voudrais partager avec vous. On pourra bien sûr en discuter. La première, c'est que représenter l'eau gelée, ça permettait à la Hollande de se montrer comme dominant l'eau. La Hollande, toujours aujourd'hui, est vulnérable à la montée des eaux et aussi, bon, elle est très adaptée pour, hein, mais à des tempêtes extrêmes qui seraient accompagnées de surcotes marines et de débordements. À l'époque, il y a eu aussi plusieurs inondations qui ont touché les Pays-Bas. Peindre de l'eau gelée, ça pouvait s'apparenter peut-être à une forme de victoire contre cette ethnie naturelle qui a toujours été présente aux Pays-Bas. Seconde hypothèse, c'est une forme de melting pot. Samedi, j'ai déjeuné dans un restaurant syrien, pas très loin du marché Jean Talon, et il y avait de la bière boréale qui était proposée, et il y avait du Brassens qui était, la brave Margot qui passait en musique dans le restaurant. Au XVIIe siècle, on peut dire que cette forme de melting pot existait vraiment sur la glace. Il y a tout un tas de catégories sociales, on peut essayer d'identifier à travers des costumes des personnes plutôt pauvres, plutôt modestes, plutôt riches, des personnes aussi étrangères qui sont là. Les activités sont séparées, mais en tout cas, la glace est le lieu où les gens se rencontrent, en hiver. C'est peut-être le cas ici aussi. Avec quelques témoignages, la gelée produit ici une métamorphose singulière dans les hommes, ça c'est le témoignage d'un observateur étranger qui nous dit ça. Et puis aussi des distances qui sont parcourues en patinage absolument énormes. Par exemple, en 1667, près de 200 km en patin en une journée. Il faut aussi rappeler que le patinage, à l'époque, c'était très peu coûteux. En été, les habitants avaient besoin de payer des barges pour se déplacer. C'était assez modique, tandis qu'en hiver, il suffisait d'avoir des patins, ce qui coûtait presque rien, pour pouvoir parcourir des étendues. Il y a beaucoup de témoignages qui nous disent qu'on allait rendre visite à sa famille en hiver, et que l'hiver était vraiment la saison où on pouvait se déplacer à partir du moment où les conditions climatiques étaient suffisamment froides. Là, c'est un petit clin d'œil à une course contemporaine qui s'appelle l'Elfsteden Tocht, donc la course des 11 villes, Elfsteden, qui a lieu dans le nord-est des Pays-Bas. Plus beaucoup maintenant, la dernière c'est 1987, avec le réchauffement climatique, forcément les conditions froides sont de moins en moins présentes, mais en tout cas elle reprend en quelque sorte le parcours de ce Kees Cooper de 1676. Donc ça montre aussi une forme d'identité culturelle des eaux froides des Hollandais. Troisième hypothèse, c'est l'avant-dernière, l'indépendance, puisqu'à l'époque, enfin jusqu'au début du XVIIe siècle, les Pays-Bas étaient sous possession espagnole. Sur fond de protestantisme et de revendications plutôt indépendantes, ils se sont séparés des Espagnols qui ont conservé les Pays-Bas du Sud, c'est-à-dire l'actuelle Belgique. Les Pays-Bas du Nord sont devenus indépendants de fait au début du XVIIe siècle et de droit en 1648. Une des pistes d'interprétation de cette généralisation de peinture hivernale au XVIIe siècle, c'est peut-être de faire un contraste saisissant avec toute la production picturale et puis on va dire le climat représenté de l'Espagne au XVIIe siècle. C'est bien sûr deux courants artistiques très différents, il y a plein de difficultés pour faire cette comparaison, mais en tout cas ça peut être une façon de se démarquer symboliquement et culturellement que de représenter un hiver approprié, un hiver froid,
et donc de se démarquer d'une sorte de tutelle espagnole et de sa chaleur et ses caractéristiques climatiques. Alors qu'il faut rappeler qu'en Espagne, il y a bien sûr aussi des hivers froids, il peut neiger. Là, j'ai mis une peinture plus récente, de 1910, et qu'au XVIIe siècle, il y a un chercheur qui a estimé qu'à Tolède, par exemple, il y avait entre 30 et 90 jours de gel par an. Donc là, ça montre aussi des choix qui sont faits par les artistes. On n'a pas forcément cette vision de l'Espagne là. Et puis la dernière hypothèse, c'est que se transforme complètement au XVIIe siècle les symboliques de la glace. Il y a beaucoup d'auteurs anciens qui ont écrit sur la glace et qui l'ont associé à une image plutôt infernale. Les enfers, c'était soit l'extrême chaud, soit l'extrême froid. Par exemple, Ovide ou Dante dans la Divine Comédie, où un des derniers supplices, c'est d'être exposé dans un fleuve glacé. C'est assez bien représenté par des peintres, notamment Jérôme Bosch, cet enfer froid, cet enfer glacé, où là on n'a pas du tout une vision harmonieuse et heureuse de l'hiver. On est vraiment dans une vision infernale. Alors c'est Jérôme Bosch, bien sûr, il y a énormément d'interprétations possibles, mais en tout cas, il est certain que l'hiver est associé bien plutôt, enfin, la glace ici est associée à des caractéristiques très infernales. À souligner aussi qu'il n'y a aucune nativité qui se situe dans des paysages d'hiver avec des hivers froids. Dans la peinture, il y a bien sûr eu des nativités avant le XVIIe siècle, mais elles se situent, à ma connaissance, jamais dans un paysage d'hiver. Et ça change complètement au XVIIe siècle. Ça commence avec Bruegel l'Ancien, qu'on a vu, 1565, et au XVIIe siècle, là, on a une symbolique de l'hiver froid qui change du tout au tout. Alors, deux hypothèses là. Est-ce que c'est parce que le patinage remplace le carnaval, qui était catholique, donc en se libérant de la tutelle espagnole, les Hollandais ont choisi de représenter massivement le patinage à défaut du carnaval? Est-ce que c'était que l'enfer aussi n'est plus aussi polarisant chez les protestants que chez les catholiques, ce qui est assez vrai? Peut-être que l'enfer glacé n'était plus aussi à même d'être représenté tel quel. Voilà, ça fait partie de quelques questions qu'on peut se poser. Donc j'en arrive à ma conclusion. Rappeler que toutes ces peintures, en fait, on peut les associer à des sortes de figures paysagères nationales. Elles ont été produites culturellement, historiquement, presque climatologiquement à destination des Hollandais pour se mettre certainement aussi se mettre en lumière sous un jour assez serein, harmonieux, où toute une société patine ensemble, une société adaptée à la nature, avec toutes ces images qu'on pourrait prendre un petit peu pour argent comptant au début, mais qui sont en fait vraiment très choisies. Là, une citation d'un collègue de Laval, justement, André Hufti, avec qui j'ai pas mal échangé pendant la thèse, qui a travaillé aussi sur la peinture, qui m'a dit qui a écrit un article où il dit que l'ensemble des rêves et des désirs d'une époque et leur traduction spatiale se reflètent matériellement et symboliquement dans l'art. C'est vraiment particulièrement vrai pour ces paysages hivernaux du XVIIe siècle en Hollande. Donc aujourd'hui comme hier, aucune image ne peut faire preuve. Voilà. Merci si vous avez des questions. Aujourd'hui, je vais profiter d'avoir la parole pour quelques minutes pour vous parler de ce qui m'intéresse le plus en recherche. Et il s'agit du climat des hautes latitudes et il s'agit notamment de la glace de mer. La glace de mer dont vous avez une image ici. Il s'agit d'une photographie prise par hélicoptère survolant le Polarstern alors qu'il était en train de naviguer dans l'océan Arctique. La glace de mer, c'est une couche d'eau dessalée, d'eau douce qui est gelée, qui flotte littéralement sur l'océan salé. Et la glace de mer est quelque chose d'assez important dans le système climatique et que beaucoup d'entre nous étudions pour en comprendre le devenir. J'ai eu la chance de naviguer sur le Polarstern, donc j'étais à bord du bâtiment lorsque la photo a été prise. J'ai eu la chance de naviguer à bord du Polarstern et pendant la mission, c'était en 2014, on a passé un petit peu plus de 2 mois en mer. Nous avons navigué de Tromsø, au nord de la Norvège,
Et nous avons fait cette trajectoire à travers l'océan Arctique pour revenir à Bremerhaven en Allemagne. Et les quelques images que je vais vous montrer en suivant sont des images qui ont été prises dans ce secteur-ci. C'est le détroit de Fram. C'est la porte d'entrée de l'océan Arctique, c'est aussi la porte de sortie. C'est le même gateway, la principale porte d'échange de l'océan Arctique entre l'océan Arctique et l'océan Atlantique. Et quand on rentre dans le détroit de Fram, on passe d'un paysage océanique qui est caractérisé par de l'eau de mer, un pays de l'eau de l'océan ouvert, et on rentre dans un domaine qui est occupé par la glace de mer. Et c'est quelque chose de fabuleux. Il y a de l'eau partout, mais de l'eau qui prend différentes formes entre celle des nuages, celle de la glace ou celle de l'océan. Et cette glace de mer, c'est une glace de mer donc, qui flotte, c'est de l'eau totalement dessalée, qui est aussi un support de vie. Donc là, ce que vous avez, c'est un petit glaçon, un petit morceau de glace de mer. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, il s'agit de traces. Ce sont des traces de pas, peut-être des traces d'ours qui se sont baladées sur la glace. Et cette glace qui dérive, qui est véhiculée, peut transporter une faune assez importante. Lorsque l'on navigue sur un bateau dans le détroit de Fram, on est dans un endroit où sont véhiculés des tas de glaçons, des tas de morceaux d'eau douce qui flottent à la dérive, à la surface. Et de temps en temps, on a la chance, vous voyez, ça c'est la glace de mer qui est formée et qui a une assez faible épaisseur. Et puis de temps en temps, on voit des plus gros glaçons, ce sont des icebergs. Ce sont des morceaux de glacier qui sont littéralement détachés de la calotte glaciaire du Groenland. Et quand on se rapproche de ce gros glaçon, on voit des tas de roches. C'est des roches qui viennent de la paroi rocheuse du Groenland et le morceau de glacier qui s'est détaché. Et quand on regarde un petit peu plus près, là vous voyez un petit morceau, un petit lac, c'est de l'eau douce, c'est de la neige qui a fondu et c'est un véritable îlot qui est en train de se balader, dérivé du Groenland et dérivé dans le détroit de Fram vers le sud. Et quand on se rapproche, on voit une faune aviaire qui est assez fabuleuse. Les icebergs peuvent transporter non seulement des morceaux de cailloux, mais aussi peuvent être des vecteurs de dispersion animale. Et voici de plus près, vous avez un petit jeune, il y avait une véritable colonie, des milliers d'oiseaux qui étaient hébergés sur ce radeau qui dérivait vers le sud. Donc quand on est dans le détroit de Fram, on est en plein dans une voie rapide de glace flottante, glace de mer, qui est formée dans l'océan Arctique sous l'effet du refroidissement, mais aussi des icebergs, des morceaux de glacier qui se détachent. Et là, on est dans cette voie rapide de transfert d'eau douce de l'océan Arctique vers l'océan Atlantique. Et cette voie de transfert d'eau douce, on peut la retracer aussi quand on cartographie la glace de mer. Là, on est en train de regarder une vision de l'hémisphère nord et on regarde la distribution de la glace de mer. Ça, c'est la médiane en été, quand le minimum, c'est la glace de mer qu'on qualifie de pérenne. Elle circule, mais elle se reforme plus ou moins chaque année. Et le reste, c'est l'extrême étendue de glace de mer. Et ce que vous voyez ici, dans cette zone, c'est la dispersion de la glace de mer via les courants. Le transfert, tout à l'heure, je vous montrais des photos du détroit de Fram, et ici, on voit les trajectoires des petits glaçons ou des gros glaçons qui va modifier le paysage océanique littéralement. Et donc, ce transfert d'eau douce vers les basses latitudes est très effectif. Il se fait en fonction des courants. Et il est compensé, l'océan Arctique ne se vide pas de son eau, hein, il est rempli également. Cette exportation d'eau douce de l'océan Arctique, de glace de l'océan Arctique vers l'océan Atlantique est compensée par des flux d'eau chaude et bien salée qui se forment à de basses latitudes, associés au Gulf Stream, à la diarrhée nord-atlantique, et qui pénètrent vers les hautes latitudes et qui entraînent de la chaleur et qui rendent compte d'un climat qui n'est pas tout à fait le même, que l'on soit à Montréal, même latitude. Ce matin, il faisait, j'ai regardé Météo Média, il faisait moins 16 ce matin à Montréal, et à Bordeaux, même latitude, plus 18. Et tout ce mouvement de glace de mer
et ce transfert d'eau douce est vraiment ce qui module nos climats, que ce soit ici du côté américain ou du côté européen. Donc c'est dans ce contexte que moi je travaille. Bonjour à tous, donc je me suis présenté tout à l'heure, Daniel Chartier au département d'études littéraires. Je vais vous parler d'un projet global de mise en valeur des littératures inuites, présenter quel est l'intérêt des littératures inuites et comment on peut faire en sorte qu'on les valorise d'une part, on les étudie et on les fait connaître dans tout l'espace circumpolaire, mais aussi vers d'autres cultures par la suite. Donc, mon travail se base sur l'idée d'imaginaire du Nord. Et imaginaire du Nord, c'est probablement le terme le plus général qu'on puisse trouver. Et cet imaginaire du Nord, c'est un imaginaire qui se décline en imaginaires particuliers, mais qui sont liés au premier. Donc, on a un imaginaire, on pourrait imaginer l'imaginaire de l'hiver, comme l'a bien montré Alexis, un imaginaire de l'Arctique, du froid, un imaginaire de la neige, l'imaginaire de la noirceur, l'imaginaire de tout ce qui compose, en fait, de manière générale, le Nord, mais le Nord étant le thème premier. Pourquoi on parle d'imaginaire? On parle d'imaginaire parce que, de notre point de vue, quand on regarde le Nord, quand on regarde l'Arctique, c'est d'abord un discours d'un territoire qui a été imaginé, mais qui est repris tranquillement par d'autres peuples qui y vivent. D'un point de vue démographique, il y aura toujours un déséquilibre entre les gens qui imaginent le monde froid et ceux qui y vivent. Il y a environ 1% de la population de la Terre qui vit dans un climat froid, et donc 99% de la Terre ne vit pas dans un climat froid, mais imagine très bien l'Arctique ou le monde froid ou l'hiver. Donc on sera toujours dans un déséquilibre entre ceux qui émettent des idées sur ce Nord et ceux qui y vivent. Ceci dit, certains des peuples de l'Arctique ont été en plus victimes de colonialisme, ont été victimes d'isolement volontaire de la part de territoires plus au sud. On a parlé des Inuits tout à l'heure, on a parlé des Samis tout à l'heure. C'est à peu près la même chose dans tous les pays de l'Arctique, la Russie, les pays scandinaves, la Finlande, le Québec, le Canada, l'Alaska, etc. Les peuples du Nord ne contrôlent pas les territoires sur lesquels ils vivent. Et ça fait en sorte qu'on l'a vu dans l'habitation, les politiques viennent souvent du Sud pour s'appliquer de façon arbitraire sur les territoires nordiques, mais d'un point de vue imaginaire aussi, on projette, nous disant les cultures essentiellement de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et la culture états-unienne par la suite, on projette sur l'Arctique un imaginaire du Nord qui est fascinant. C'est un territoire vide, c'est un territoire qu'on imagine loin, inhabité. Donc pour l'imaginaire occidental, c'est extraordinaire d'avoir accès à ce monde qui est là. On y a projeté par exemple le monde du Père Noël parce qu'on s'imaginait qu'il ne faudrait pas trouver où il vit. Donc voilà l'endroit où on ne sait pas exactement où ça vit. Mais sans se rendre compte que finalement des gens, peu nombreux, mais importants, vivent dans l'Arctique et probablement ont une autre vision de ce territoire. Donc quand on regarde l'imaginaire du Nord, moi je le définis simplement comme un ensemble des discours énoncés sur le Nord, l'hiver et l'Arctique. Donc on peut en retracer l'histoire, on peut aller voir à partir de l'Antiquité, au Moyen-Âge et ensuite dans les autres périodes, comment le Nord a été développé jusqu'à aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on l'a vu dans la première présentation, il y a des œuvres contemporaines qui vont revoir cet imaginaire et ça s'ajoute continuellement. C'est comme un grand organisme vivant formé de toutes les œuvres qui existent et qui sont en train de se produire, qui vont influer sur la définition de cet imaginaire qui est toujours en mouvement. Donc on peut raconter l'histoire et en même temps on peut regarder dans différentes cultures, dans différents contextes culturels, comment on peut le retrouver. Quand on regarde l'Arctique ici, moi j'aime bien voir quelque chose qui en fait est un obstacle premier à la vision que je vous propose. Donc je vous propose une vision circumpolaire où on regarderait l'ensemble des cultures du monde froid pour regarder est-ce qu'on a quelque chose de commun, est-ce qu'on n'a pas quelque chose de commun, mais est-ce qu'on peut se comparer non pas dans un rapport nord-sud, mais dans un rapport nord-nord. Et est-ce qu'on peut donc établir des liens est-ouest dans l'Arctique ou dans la zone froide, comprenant le Québec dans son entier? Je vous ai mis ici simplement à peu près grossièrement les lignes aériennes et la façon qu'on utilise pour voyager quand on va dans l'Arctique. Et simplement, les lignes aériennes retracent les contextes coloniaux qui sont les nôtres. On aura la chance tout à l'heure d'avoir une visite de quelqu'un qui vient de Iqaluit. Donc, si vous êtes à Iqaluit et vous voudriez aller chez les Sams en Norvège, ben, il faudra faire Iqaluit, Ottawa, Montréal, Francfort, Copenhague, Kangerlussuaq,
Copenhague et ensuite monter vers Tromsø probablement ou d'autres villes de la Norvège. Donc il faut faire un détour par le sud pour remonter vers les deux empires coloniaux qui dominent les choses. Donc si vous vouliez qu'il n'y ait pas de lien est-ouest, vous soutiendrez tout à fait ce système qui est le nôtre et qui fait en sorte que les voyages sont extrêmement difficiles. Donc des démarches comme celle que tu fais en comparant les Inuits et les Sams sont extraordinaires parce qu'il faut tout l'effort de refaire ce lien entre ces cultures qui ont des choses à partager. On voit aussi dans ce territoire que le principal peuple, et c'est pourquoi on le représente souvent en Arctique utilisant leur culture, est le peuple Inuit. Donc les Inuits vont de la Sibérie, de l'Alaska, de l'ouest du Canada, du Nunavut, du Nunatiavut, du Nunavik et du Groenland. Donc dans l'étendue, c'est le peuple qui marque le plus notre vision de l'Arctique. C'est un peuple de 55 000, au total de 150 000 personnes, 55 000 au Groenland, mais qui en même temps a des représentations populaires qui sont importantes. Si vous demandez à un enfant au Brésil de dessiner l'Arctique, il est probable qu'il va vous dessiner un igloo ou un Inuit avec son habit. Donc ça traverse les cultures et il y a des images qui sont importantes. Or, si vous demandez à un enfant ou si vous demandez à vous-même, avez-vous lu un texte Inuit écrit par un Inuit, mais pas l'Inuit de vos livres de la jeunesse ou dans les films ou dans les bandes dessinées, mais un texte issu d'un Inuit, là, tout à coup, on se pose la question, est-ce que ce ne sont pas des représentations inventées par nous-mêmes sur ce peuple ou avons-nous donné un droit de parole aux Inuits? Les Inuits sont fascinants, je dirais, pour trois raisons principales. D'abord, pendant longtemps, pour l'Européen, il représentait l'expérience de l'homme face à l'essentiel. Donc, quelqu'un qui n'accumulait aucune richesse, qui était continuellement devant la difficulté du climat qui était devant lui, l'absence de ressources, et donc il représentait l'idéal européen de l'ascèse. L'ascèse étant de ne pas posséder quoi que ce soit, de ne pas être en conflit avec les autres, parce qu'on est continuellement dans la survie, alors que cette ascèse était bien sûr extrêmement difficile pour les Inuits. Ils ne choisissaient pas ce mode de vie, ils vivaient dans un des climats les plus difficiles. Mais tout de même, on retient une expérience de l'homme face à l'essentiel par rapport aux Inuits, qui traverse l'ensemble de leur culture et qui en général est assez favorable. Ensuite, le contexte de la survie culturelle et linguistique, on le mentionne souvent, les Inuits étant un peuple de marchands, ils arrivent très bien à s'adapter aux différents contextes. Ils l'ont fait toujours et aujourd'hui, quand on parle à des Inuits, moi, ma grand-mère jouait du piano, on parle à un Inuit, leur grand-mère vivait dans un igloo. Certains connaissent déjà des gens à cette époque pas très lointaine qui sont morts de froid ou de faim. Ce n'est pas le contexte de la plupart d'entre nous. Et déjà aujourd'hui, ils sont dans une culture numérique. Donc le passage a été, si on compare à nos propres cultures, extrêmement rapide. Et les Inuits ont toujours fait ça dans leur culture. Ils s'adaptent extrêmement vite à leur environnement. Et même dans leur progression de l'ouest vers l'est, ils se sont associés à différents peuples continuellement pour gagner en expertise et en culture. Et dernier, même si les Inuits sont très peu connus, même si on a très peu de textes des Inuits jusqu'à présent, c'est une part essentielle du patrimoine de l'humanité. D'abord par la langue, mais par les concepts qu'ils nous proposent. Une langue porte des idées qu'on ne peut pas traduire d'une langue à l'autre. Je vous ai parlé tout à l'heure de cet essai sur l'imaginaire du Nord. Imaginaire en français, quoi de plus universel que de parler d'imaginaire? Le mot n'existe pas tel quel, ni en anglais, ni dans les langues nordiques, ni dans les langues autochtones. Donc on n'arrive pas nécessairement à exprimer des concepts qui pour nous sont essentiels. Donc je vais vous présenter qu'est-ce qu'on a fait puis qu'est-ce qu'on veut faire par rapport aux Inuits très rapidement. D'abord pour le Nunavik, pour le Nunatiavut et pour le Groenland. Donc pour nous, pour les lire en français, il faut passer par la traduction, qui soulève des questions extrêmement difficiles. Il y a très peu de traducteurs disponibles et il faut traduire des concepts dans une langue qui n'est pas prévue pour ce territoire et qui demande beaucoup d'interprétation. Donc, jusqu'à maintenant, on a travaillé sur le Harpon du chasseur, qui était le premier roman inuit au Canada. Sur ce texte, je veux que les Inuits soient libres de nouveau, qui pour moi est le plus grand texte du 20e siècle des Inuits. C'est vraiment quelqu'un qui raconte toute sa vie à partir de l'arrivée du cinéma dans son village jusqu'à la fin où il crée des coopératives et prend le contrôle politique de son village au Nunavik. Et on a aussi traduit des textes inuits dans des contextes absolument pas coloniaux. Et ça, c'est un test qu'on essaie de faire avec la traduction. La traduction peut être un instrument décolonial. Et on le fait de différentes façons. Par exemple, ici, on a traduit le Harpon du chasseur et on est en train de le faire pour Tanusi Krumak
dans le marathi et l'hindi, donc 2 langues de l'Inde à Mumbai. On lance ces livres et pour eux, ils n'ont pas cet imaginaire colonial que vous avez de l'Arctique ou des Inuits. Le premier contact qu'ils vont avoir avec l'Arctique, c'est par un texte inuit. Donc on défait complètement le lien colonial pour passer à côté de gens qui n'ont jamais eu d'image de l'Arctique et qui, par un texte inuit, vont avoir accès à l'imaginaire qu'on peut en avoir. Donc on essaie des stratégies comme celle-là. Sur le Nunatsiavut, qui est un territoire lié au Labrador, donc on a travaillé avec un photographe, Bob Mesher, qui viendra peut-être tout à l'heure, qui a pris des dizaines de milliers de photographies de son territoire, le Nunatsiavut et le Nunavik. Sa famille est du Nunavik et il est né au Nunatsiavut. Et étonnamment, mais là on parle de quelque chose d'il y a 3 ou 4 ans, c'était le premier livre de photographie publié par un Inuit du Nunavik. On est au début d'un processus et je dirais même si on est maladroit dans notre façon de faire, même s'il y aura des façons toujours mieux de faire, de travailler avec les peuples autochtones, on est au début de quelque chose qui est important de mettre en place pour acquérir à la fois un patrimoine documentaire, mais aussi donner confiance aussi dans leur propre culture. Pour le Groenland, ça a été une aventure extraordinaire. Le Groenland, on le voit par l'architecture, on le voit par le système d'éducation, on le voit aussi par la tradition qu'ils ont. C'est un peuple littéraire depuis très longtemps, depuis 200 ans en fait. En 1860, on dit que 100% des Groenlandais étaient alphabétisés. En France, on est à peu près à 60%. Au Québec, on est à peu près au même niveau. Donc, ils étaient alphabétisés plus que les peuples européens ou américains à leur époque. Et donc, ils ont une histoire littéraire importante, mais qui n'avait été traduite que dans le danois, qui est la langue coloniale. Et donc, ils avaient l'impression qu'en traduisant en danois, ils atteignaient le monde. Or, ils n'atteignaient que leur colonisateur, et le colonisateur fermait la chose là. Donc, en traduisant ensuite vers le français, vers l'anglais, vers l'allemand, on permet à la littérature groenlandaise d'atteindre tout à fait un autre public aujourd'hui. Donc, quand on a commencé ce travail extraordinaire avec le Groenland, il y avait 2 œuvres du Groenland traduites en français seulement. Je me souviens, la première année qu'on a fait les œuvres, Le Monde avait un grand cahier en disant la littérature groenlandaise, et il n'y avait aucun texte écrit par un Groenlandais dans l'ensemble du cahier du Monde. C'était des Danois, des Allemands qui avaient écrit sur le Groenland, et on parlait de littérature groenlandaise. C'est un peu comme parler de la France sans permettre à personne de la France de donner son opinion sur le pays. Ou prendre les États-Unis, où il n'y aurait pas un Américain qui pourrait parler de son propre pays, ce serait seulement les autres qui en parlaient. C'est à peu près le contexte dans lequel on était. Donc, on a publié jusqu'à là 5 textes en groenlandais, du groenlandais vers le français, dont certains ont des grands succès, et j'en suis très content. Et on est en train de travailler sur un projet Est-Ouest qui me tient beaucoup à cœur. Il n'y a jamais eu de traduction entre le groenlandais et l'inuktitut, qui est la langue des gens du Nunavik. Donc, on va prendre un texte groenlandais et on va le publier en inuktitut, donc un contact Est-Ouest, comme je vous disais, qui est extrêmement difficile. Mais c'est la première fois que ça se fait. Donc, la première fois que 2 peuples inuits peuvent au moins échanger une œuvre littéraire ensemble dans une forme de publication. Je vais m'arrêter ici. Merci. Alors, nos objectifs, c'est ça, c'est étudier les représentations de la Côte-Nord, donc Tadoussac, Blanc-Sablon, dans l'écriture et dans la littérature. 3 cultures chez nous, les Inuits, les Français, les Anglais. 3 histoires donc, qui se rencontrent ou qui ne se rencontrent pas. Et une même géographie, elle-même très, très variable, selon qu'on est dans le fleuve, sur le littoral ou plus au nord. Et un espace immense, hein, qui est un drôle d'amalgame. La Côte-Nord, c'est un amalgame un peu baroque, de mer, de golfe, d'estuaire, de littoral, d'îles habitées, non habitées, presque habitées quelquefois, et tout le territoire qui monte vers le nord. Alors jusqu'ici, on a plutôt étudié des textes depuis 13 ans là, qui parlaient du littoral, et on voudrait maintenant s'intéresser davantage à l'intérieur des terres. Alors pour connaître un peu mieux le territoire et son intérieur. Alors, les travaux qu'on va vous présenter de Donald Bérère, qui est le directeur général du collège, mais qui a toujours soutenu le projet depuis ses débuts, et qui est un grand lecteur et qui a fini par écrire dans la revue. Et lui, il a commencé un projet avec le numéro 13, c'est de reprendre toute la cartographie à partir du XVIe pour voir comment était représenté le golfe et le territoire là, au fil des siècles.
Alors on va avoir le XVIIe siècle l'an prochain, le XVIIIe et le XIXe. Et en même temps, il s'intéresse aussi à un ouvrage qu'il va vous présenter, qui concerne justement le territoire. C'est un récit de remontée de la moisie du XIXe siècle, fait par un auteur anglais, Henry Yule Hind, qui va publier à Londres en 1863 2 volumes sur le voyage qu'il a fait. Et il voulait remonter la moisie, rebifurquer pour rejoindre la côte du Labrador et l'Atlantique. Finalement, il redescendra, mais il vous en parlera tout à l'heure. Alors, c'est 2 volumes de 600 pages environ. Il était accompagné, lui, par son frère qui faisait des dessins et des tableaux. C'est magnifique parce qu'ils étaient accompagnés par des Inuits. Je finis. Et nous avons aussi comme projet, enfin je m'intéresse beaucoup depuis 2 ou 3 ans, à un espace nord-côtier plus particulier qui est celui de la Mingani. La Mingani, c'est à Vaux-Saint-Pierre, les îles Mingan, Natashquan, et puis en remontant un peu vers l'est. Et je travaille actuellement sur le journal de la Pointe aux Esquimaux. La Pointe aux Esquimaux, c'est le premier village qui deviendra Vaux-Saint-Pierre plus tard. Ce village a été fondé en 1857-58 par des Madelinots qui, pour toutes sortes de raisons, quittaient les îles de la Madeleine pour s'établir sur le littoral nord-côtier, et un jeune homme de la deuxième vague en 58, Placide Vigneault, il a 16 ans, il a un petit peu étudié, il a le goût de l'écriture, et il décide qu'il va tenir un journal sur la vie du village qui se construit. Il va le tenir pendant presque 70 ans. Ce texte premier, c'est vraiment le texte écrit par un nord-côtier. Évidemment, sur la Côte-Nord, il y a énormément de textes écrits par ceux qui la voient, la traversent, l'imaginent, depuis Jacques Cartier, nous. Mais là, c'est l'écriture nord-côtière par un nord-côtier. Et nous allons, sans doute, nous avons comme projet de rééditer ce volume qui est difficile à trouver maintenant et qui m'apparaît le texte inaugural, en quelque sorte, de l'écriture nord-côtière. Alors, on va étudier le fond Placide Vigneault, qui est très très riche. Le monsieur écrivait sur des cahiers. Il a plusieurs cahiers. Il y a un projet à Lucar aussi sur un petit cahier consacré au naufrage. Dieu sait s'il y en a eu sur la Côte-Nord et en Anticosti. Enfin, je vous signale aussi que nous préparons le numéro 14 de la Revue Littorale, qui paraît à l'automne, et nous préparons pour la 15e année, en 2020, un spécial fleuve. Fleuve, mer, île, plus précisément. Nous avons toujours besoin de collaborateurs, les Inuits, le Nord, la Côte-Nord. Alors ça fait un large éventail. Alors voilà, je vous remercie beaucoup, je vais donner la parole à mon directeur. Le premier, naturellement, c'est lié à un texte qui a été publié au milieu du 19e siècle dont l'auteur est Henry Yule Hind, qui est le récit d'une expédition qu'il a réalisée au Labrador, dans la péninsule du Labrador. C'est un récit qui est peu connu du côté, parce qu'il est en anglais naturellement, donc peu connu auprès du public francophone. Ce qui est intéressant dans ce récit-là, naturellement, c'est que c'est beaucoup plus que le récit d'une expédition. On connaît les récits d'expédition, ceux qu'ils contiennent habituellement, beaucoup de renseignements techniques, informations techniques, mais ce récit-là va beaucoup plus loin. Et on peut dire même que c'est une somme des connaissances de l'époque sur le territoire du Labrador, donc de la Côte-Nord, de la grande Côte-Nord, si on peut dire, parce que c'est aussi beaucoup l'intérieur des terres. Des récits d'exploration de l'intérieur des terres, de l'Interland, il n'y en a pas eu beaucoup. Celui de Hind est un premier grand récit de cette exploration-là. Viendra un petit peu plus tard le récit du Père Babel, qui va explorer aussi l'intérieur des terres, et plus tard, à la fin du 19e siècle, Albert Peterloo, qui va réaliser vraiment une exploration assez systématique de l'Interland. Donc, c'est beaucoup plus que le récit d'une expédition, beaucoup de choses dans ce texte-là, qui, donc, en 1861, expédition réalisée en 1861, la publication elle-même suit 2 ans plus tard, et on parle quand même de quelque chose d'assez substantiel, 2 volumes de chacun 300-350 pages,
qui sont accompagnés, ces deux volumes-là, les textes sont accompagnés d'illustrations réalisées par le frère de Rhind, l'auteur, qui accompagne l'expédition. Donc, des très belles illustrations, des huiles, des croquis, qui ajoutent vraiment au récit. L'intention première de Hind, naturellement, c'est de décrire les richesses de ce territoire-là auprès de ceux qui le commanditent. Hind est un explorateur aguerri, il a déjà fait plusieurs expéditions dans l'Ouest canadien et il aborde la péninsule du Labrador comme un grand défi. Donc, il veut faire connaître ce territoire-là et ses richesses, bois, la forêt, les pêches et tout ça. Et donc, c'est une perspective qu'il a dès le point de départ, qu'il annonce. Et il y a aussi là-dedans son souci de retrouver la route que les Autochtones suivent dans leur voyage entre le littoral et l'intérieur des terres, donc suivre ces routes-là, une de ces routes-là. Et son objectif était initialement de partir du littoral et de se rendre jusqu'au ce qu'on connaît maintenant comme étant le fleuve Churchill, donc de faire cette grande boucle-là, de se rendre jusqu'à l'Atlantique, à toute fin pratique. Ce qu'il ne fera pas, ce qu'il ne pourra pas faire, parce que, bon, il part d'expédition, l'expédition démarre au mois de juin, 10 juin, les rivières sont très hautes, un mois plus tard, les rivières sont beaucoup plus basses, il atteint des brûlés, des périodes, des secteurs où il y a de grands brûlés, donc peu de gibier. Alors, il manque de provisions, alors il va être obligé de revenir après 200 km à l'intérieur des terres. Et il va se consacrer, surtout dans le deuxième volume, ça va faire l'objet du deuxième volume, il va se consacrer à son passage, à l'exploration du littoral entre cette île et Havre-Saint-Pierre. Donc, ce qu'on a devant nous, quand on parle de l'Hinterland, c'est vraiment un réseau très complexe de rivières, de lacs et de portages, qui est peu connu. Les Autochtones le fréquentent, le connaissent, mais enfin, ce n'est pas décrit, hein, sinon de manière très indirecte par les Autochtones lorsqu'ils parlent, par exemple, ou transmettent une partie de leur connaissance à des gens qui sont dans le domaine de la traite des fourrures ou aux religieux qui sont présents sur le territoire. Donc, on est devant quelque chose de très peu connu. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage-là, naturellement, c'est les observations de l'auteur. Il aborde différents sujets, il décrit tout ce qu'il voit au point de vue végétation, la géologie, les animaux, les mœurs des animaux également. Il est très complet sur ces aspects-là. Et il décrit aussi très bien les Autochtones. Il s'intéresse beaucoup aux Autochtones, particulièrement aux Nescapi. Et il va décrire leurs mœurs, il va les faire parler aussi. C'est une perspective qui est intéressante dans le récit, c'est qu'il fait beaucoup parler les gens qui y s'adressent, plutôt que de juger ou de vouloir démontrer quelque chose à tout prix. Alors ça, de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant. Il va s'intéresser, c'est un ouvrage aussi qui a une grande valeur littéraire, parce que c'est très bien écrit. Ce sont de beaux textes. Il s'émerveille très souvent de la beauté des lieux, de leur fragilité aussi. Il fait beaucoup de comparaisons avec ce qu'il a observé, ce qu'il connaît de l'Ouest canadien, particulièrement ce qui concerne les mœurs des Autochtones, les similarités qu'il peut y avoir entre différentes familles ou différentes tribus. Il va donc décrire beaucoup l'activité des lieux, sur la pêche particulièrement, qu'est-ce qui se passe, qui fréquente le territoire. Et il va s'intéresser aussi à la présence, naturellement, des religieux. Toujours dans un ton extrêmement, je dirais, neutre, chaud, très, très agréable au plan littéraire, mais qui nous fait connaître un territoire, en tout cas la perception qu'on pouvait en avoir au milieu du 19e siècle. Les thématiques, maintenant, ce qui est intéressant, donc, un récit important, des observations très, très riches, beaucoup de thématiques fort intéressantes à partir de ce texte-là en matière de recherche. On peut aborder différents sujets à partir de là, naturellement, parce qu'il traite une grande variété de sujets. Les routes des Autochtones, il serait très intéressant éventuellement qu'il y ait une traduction en français de certains passages pour davantage connaître l'œuvre. Les sujets abordés sont très très vastes, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Et on est toujours fasciné par la qualité du texte, de ce qu'il dit, de ce qu'il écrit. Maintenant, c'est un territoire qui est peu connu, naturellement, le littoral. Hein. On est au milieu du l'Hinterland, au milieu du 19e siècle. On s'était surtout intéressé jusque-là, les explorateurs, au littoral. Donc, à partir surtout du 16e siècle, on a exploré le littoral. On en a une connaissance de plus en plus précise au fil des siècles.
XVIIe, XVIIIe, et on peut dire qu'au XIXe, c'est connu. Mais par contre, l'intérieur des terres l'est très peu. Il y aura, de la part du père Laure, au milieu du XVIIIe siècle, une espèce de cartographie qui nous sera proposée du domaine du roi, donc de l'intérieur des terres. Mais ça reste assez... je pense qu'il transmet les propos des Autochtones, certaines remarques que les Autochtones lui ont faites sur le territoire, il a transcrit ça. Donc, on ne connaît pas l'intérieur des terres. Et la représentation qu'on s'en fait à travers cette œuvre-là, par exemple, de Hein, ou encore à travers les cartes qui vont venir par la suite, on commence à cartographier l'intérieur des terres au XIXe siècle, c'est très révélateur de la perception que les gens ont du territoire et de leur imaginaire, en quelque sorte, l'imaginaire qu'ils ont, la pensée qu'ils ont de ce territoire-là. Alors, de ce point de vue-là, c'est très intéressant et ça rejoint naturellement l'ouvrage de Hein, d'autres préoccupations qui font l'objet de la présente communication, qui sont un peu toute la thématique de la cartographie de la Côte-Nord au fil des siècles. Je viens d'en esquisser un petit peu, en dire un petit mot, mais c'est un sujet extrêmement riche en soi d'essayer de voir comment la région a été représentée au fil des siècles, depuis les explorateurs jusqu'à naturellement des connaissances beaucoup plus fines et beaucoup plus scientifiques au fil du temps, et également, je dirais, de s'approprier la représentation que les Autochtones avaient eux-mêmes de ce territoire-là, parce qu'eux aussi en faisaient une certaine cartographie. Voilà. Je vais vous parler très brièvement au sujet de mes recherches en littérature écrite en anglais. Je n'ai pas fait une étude systématique de la littérature québécoise, puisque j'enseigne la littérature qui est écrite en anglais. Mais Daniel m'a posé la question de parler un peu de mes recherches, et c'est une recherche que je fais depuis 25 ans. Et maintenant, je commence à faire d'autres projets. Alors, je vais vous présenter l'idée de mes projets actuels, mais mettant dans un contexte du passé. Alors, ça commence avec cet article que j'ai écrit en réponse à cette diffusion faite au Canada et qui était très populaire. La première saison a dépassé tous les records et qui est aussi... C'était une diffusion qui avait le plus grand nombre de fans d'un drame canadien. La raison pour ce succès a eu quelque chose à voir avec ces mots de l'acteur principal, Adam Beach. Alors, dans son texte, il met le lien entre la langue dene et l'identité canadienne. Il parle de leur effort de présenter le Canada à travers cette histoire. Dans le monde imaginé de ce drame, le Nord, l'Arctique, est un territoire à exploiter et une idée à annexer à la nation du Canada. Les écrivains et le directeur ont pris un caractère typique de la littérature écrite en anglais, The Bush Pilot, et ils ont mis un autochtone dans le rôle. Comme on dit en anglais, to indigenize the character. À mon avis, ça n'a pas marché pour les raisons que j'explique dans l'article. En plus, ils ont donné l'impression que le futur autochtone est lié à l'industrie pétrolière, enfin que l'autochtone moderne est quelqu'un qui accepte volontiers le développement et qui embrasse le capitalisme. Alors, c'est une façon de voir ce figure dans la littérature comme quelqu'un qui sent bien avec le status quo, si vous voulez. Alors, je vais vous donner quelques titres pour les étudiants qui s'intéressent dans la littérature canadienne, comme celle-ci qui donne sur l'histoire de ce caractère dans la littérature canadienne. Alors, mes recherches depuis les débuts des années 99 se sont occupées avec les images dans la culture canadienne devenues clichés, the True North Strong and Free, et d'autres tropes littéraires. J'essaie et c'est un mot qui ne se traduit pas très bien, j'ai essayé to unsettle l'idée d'une nation du Nord qu'on a dans la littérature
et aussi de rompre les liens entre la nordicité et la nation canadienne, tout en valorisant les connaissances autochtones. Alors, un de mes sujets, c'était la perspective aérienne. C'est un moment où on a changé la façon dont le Nord est imaginé en anglais. C'est devenu un paysage à cette époque au lieu d'un territoire lointain. C'est-à-dire, les avions ont emmené les gens au Nord, les touristes, les scientifiques de toutes les disciplines, ainsi que le capitalisme, les capitalistes et d'autres. Et tous ces gens ont aussi produit les images, les photos, les films et des très belles images du monde arctique a beaucoup influencé les mythes du Nord au Canada anglais. En même temps, ces visiteurs regardaient la Terre de loin. Et ce perspective ne voyait plus les Autochtones. Ils sont devenus invisibles. Là où les visiteurs d'autrefois ont dû négocier le terrain à l'aide de ceux qui le vivaient et qui le connaissaient, à partir de l'avion, on pourrait s'imaginer qu'il n'y avait personne en bas. Et un de mes collègues, Stephen Bocking, à Trent, a fait beaucoup de travail sur comment ça a changé la méthode scientifique aussi. Le perspective est bien articulé dans un poème de F.R. Scott, poète de Montréal qui était prof à McGill et qui luttait contre le gouvernement Duplessis, et aussi c'est un fondateur du Parti néo-démocratique. Et on voit dans ce poème cette façon de voir le terrain comme une source de recherche pour les gens qui vont y aller. Alors je vais prendre juste à la fin, underground in the coins of rock, cities sleep like seeds. C'est-à-dire que dans l'avenir, il y aurait de grosses recherches et vous voyez dans des poèmes pareils, ça c'est un exemple, il y en a d'autres, dans des poèmes pareils, il n'y a personne. C'est vu de loin, c'est vu de l'avion et c'est très très commode pour les capitalistes qui veulent enlever les recherches du Nord. Alors maintenant, je commence un projet de recherche qui vise sur les questions de la culture visuelle dans l'espace public. Et on a beaucoup de films, on va voir l'un de ces films fait au Nord par les cinéastes des cinéastes inuits et d'autres, comme celui-ci, dont je vous donne un très bon essai là-dessus de Kiwi Martin pour les étudiants qui s'intéressent dans ce sujet. Et on va voir un chef-d'œuvre cet après-midi. Alors, récemment, nous avons vu des études de photos aussi dans les archives, telles que The Naming Project des Archives nationales du Canada et les livres comme The Official Picture de Carol Payne. Payne raconte l'histoire d'une photo prise en 1958 d'une jeune femme inuite enseignant l'anglais aux enfants de Resolute Bay et comment sa réponse était différente de celle de Lee Idlut d'Agincourt Paulson, la jeune fille dans la photo. Alors, elle est là, dans la photo. Payne et Idlut d'Agincourt Paulson se sont rencontrés en 2004. Alors, à cette époque, c'était vraiment choquant comment ils voyaient la photo. Pour Carole, c'était une photo qui parlait de l'assimilation des Inuits. Pour Lee, c'est une photo qui parle de leur souveraineté. Alors, une photo avec les deux manières de les voir. D'après Payne, ces photos ne sont pas seulement des records, mais et surtout pas dans les communautés dont ils appartiennent. Alors mon projet, c'est d'étudier maintenant comment les gens exercent leur souveraineté autochtone à travers les images qu'ils font et les images qui font des images d'eux. Merci. Merci de votre patience. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la laboratoire de design nordique N360 qui est fondée à l'école de design
maintenant depuis quelques années. Je vais vous parler de nos projets qui suivent un peu le modèle que Daniel a établi dans le monde de littérature, une approche circumpolaire, une approche comparative, une approche aussi qui donne une place très importante aux Inuits du Québec, du Canada et du monde. Notre projet, depuis 3 ou 4 années, on est subventionné par une bourse CHRS qui s'appelle Habiter le Nord québécois. C'est un projet de recherche, un partenariat entre Laval, Université de Laval, Université de McGill et Université de Québec. Et ça subventionne une douzaine de professeurs et je dirais plusieurs douzaines d'étudiants à la maîtrise et au doctorat maintenant qui travaillent sur des questions liées à l'habitat des Inuits du Québec et aussi des populations Innu avec un peu de Naskapi, mais surtout Innu et Inuit. Alors pour lire brièvement un peu notre raison d'être, le laboratoire N360 encourage des comparaisons entre des solutions concrètes, traditionnelles et modernes développées par différentes cultures nordiques, soit québécoises, inuites, groenlandaises, scandinaves, japonaises, chinoises, russes et autres, dans le but de définir et de participer aux paramètres du design nordique. Et on avait parlé des problèmes du colonialisme, du verticalité et de comparer avec l'attitude. Ça, c'est une carte qui commence souvent nos discussions au laboratoire. C'est une carte produite dans les années 60 par une penseur de climat et de design, Victor Olgivi, qui compare et qui cartographe non latitude et non plus température moyenne, mais surtout changement de température entre saison d'été, saison d'hiver. Alors, ce qui commence à être intéressant pour nous, c'est de parler de projets qui sont circumpolaires, mais qui sont souvent circumpolaires avec des anneaux autres que celles de latitude. Alors, très vite, on voit que Montréal, avec des variations de 60 degrés, de son été très, très, très chaud et son hiver assez froid, 60 degrés de variation, est moins comparable à des latitudes qui peuvent être aussi froides, peut-être au centre du Canada, mais plus comparable à des endroits vers Kuujjuaq au Groenland, dans le nord du Lapland en Finlande, Sapporo en Japon, des régions autour de Saint-Pétersbourg, où oui, il y a ces variations assez importantes. Alors, c'est une carte qu'on utilise aussi. Bien sûr, aussi, on suit des cartes culturelles, comme le projet de David qu'on a vu ce matin, qui était une comparaison directe entre un village à Nunavik avec un village à Sisimiut. Alors, sur notre site web, qu'on construit petit à petit, on met ensemble tous ces projets-là, qui sont des fois à Montréal, des projets de ski de fond, pour faire du ski de fond, des circuits à Montréal, des livres publiés sur la neige et comment on le traite à Montréal comme un déchet, des projets d'architecture, des projets des études d'architecture ancienne des Toules ou d'autres peuples nordiques, des Samis aussi, on a du travail là-dessus. Des projets de recherche plus courants, je vois Faiza qui est là avec nous aujourd'hui, qui regarde l'architecture de PGL, une firme d'architecture québécois qui a beaucoup construit à Nunavik, à Nunavut. On regarde la saisonnalité dans l'architecture traditionnelle en Chine, et beaucoup d'autres projets qui viennent ensemble pour faire cette collection de qu'est-ce que nous on appelle design nordique, des objets, des architectures, de l'urbanisme. Pour qu'est-ce qui est du monde inuit, qu'est-ce qu'on trouve, c'est que, bon, très vite, les Inuits prennent contrôle de notre site. Il y a beaucoup de projets, quand on va parler de design dans le Nord, autant traditionnel, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, dans le millénaire, chez les Inuits du Québec, du Canada, mais aussi de façon contemporaine, il y a beaucoup de problématiques compliquées et urgentes liées à la crise de logement, à des collisions culturelles entre un peuple Inuit qui était nomadique, qui est devenu sédentaire ou plutôt sédentaire, la consommation de nourriture, tout ce qui peut être lié à ça. Alors il y a beaucoup de projets Inuits qui fait partie de notre travail. Et moi, j'avais envie aujourd'hui de parler un peu de ça, de parler de nos projets dans les communautés inuites, avec les communautés inuites, mais aussi d'essayer de commencer à parler de l'influence des Inuits sur la pédagogie et l'éducation et l'influence des designers ici dans le Sud, ce qui est pas négligeable de tout. Alors, les premiers projets qu'on faisait dans les années 2008-2009, on organisait des concours sur la crise de logement, sur la manque de logement,
sur les problèmes de bâtiments conçus dans le sud, envoyés dans le nord. On a travaillé avec les Zuma, entre autres, sur des concours de vidéos pour les Inuits qui parlaient de la crise de logement, mais parlaient aussi de l'architecture traditionnelle de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents. On avait, ça c'est des choses que j'ai présentées d'autres années, mais on a aussi commencé à travailler avec des groupes comme l'Association des hommes de Inukjuak, à vraiment regarder l'intérieur des bâtiments avec le design des intérieurs, les designs des cuisines, et j'ai mis ces projets-là en pensant un peu à Adjoa Peter et tout le débat sur le FOC, mais où est la place de la FOC dans les bâtiments? Et on a constaté beaucoup de problèmes avec ces bâtiments-là conçus dans les années 80 pour le Nord, vraiment des importations du Sud qui fait des cuisines à part, difficiles à circuler à travers, difficiles à s'asseoir par terre, comme beaucoup d'Inuits du Québec continuent à faire, surtout les générations plus âgées. Comment préparer de la nourriture traditionnelle dans ces cuisines-là. Et après beaucoup de va-et-vient avec nos collaborateurs inuits, on a proposé des douzaines et des douzaines de différentes façons de rénover ces mêmes bâtiments pour changer les entrées, au lieu de traverser une cuisine, mais d'aller à côté pour permettre à la cuisine d'être un lieu de rassemblage, de créer des accès extérieurs pour le skidoo, des rangements extérieurs pour la préparation de nourriture traditionnelle. Alors il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on a fait, et je reviens souvent aux réalisations qu'en faisant ces projets-là pour les Inuits, moi je revenais souvent comme architecte à réaliser que ces projets-là étaient aussi pour nous. Moi à Montréal, je l'ai toujours dit, mais j'ai envie d'une cuisine Inuit à Montréal. Je veux une cuisine qui a accès à l'extérieur pour préparer des nourritures traditionnelles. J'ai envie d'une cuisine où je peux rassembler avec beaucoup de gens. On le sait déjà au Québec et dans beaucoup de cultures nordiques, la cuisine c'est le lieu de rencontre. Alors on commence à voir que le design Inuit est pour les Inuits, mais c'est aussi de plus en plus, c'est aussi peut-être pour nous. Tommy Palliser, qui pendant les premières années, il est passé à d'autres activités dans le village des Inukjuak, mais il a beaucoup participé à tous ces projets, soit en les demandant à les articuler pour nous, ou comme consultant de travailler avec nous dans les stages plus tard. On a travaillé à l'époque sur des meubles même pour les intérieurs qu'on a pu préfabriquer, des objets en érable qui nous permettaient de consommer la nourriture crue avec des problèmes de bactéries, comment est-ce qu'on peut les laver, comment est-ce qu'on peut souligner cette culture-là, comment est-ce qu'on au lieu de le nuire. Et plus récemment, beaucoup des projets que le groupe qui est là avec moi aujourd'hui, David et Michel et Afeza, mais ils sont venus avec nous à Nunavik. On a aussi travaillé avec les écoles et les garderies pour produire à l'école de design des jeux basés sur l'alphabet Inuktitut, qui sont des jeux pour jeunes enfants, mais qui permettent aussi de renforcer, de souligner l'apprentissage de la langue Inuktitut qui est encore à risque. Alors ça, c'est un objet qu'on a livré 20 copies, une pour chacune des CPE de Nunavik, et on est en train de préparer pour les écoles âge 1 à 3 où on enseigne l'Inuktitut à Nunavik. Il y a des projets comme sur les dômes qu'on a fait à la maîtrise, de regarder les problèmes de déchets. J'ai parlé de projets de FESA très intéressants sur l'architecture moderne à Nunavik et à Nunavut. Projet de David sur les infrastructures comparatives. Aussi des projets de rénovation. Ça c'est intéressant, on commence à regarder comment les Inuits eux-mêmes ont déjà rénové leur propre maison. Ça c'est un projet qui est maintenant en ligne, on peut le lire au complet. Ce qui est intéressant, c'est oui, nous on a proposé quelque chose, mais on a surtout souligné qu'il était déjà fait par les Inuits, comment eux ils ont modifié ces bâtiments-là, qui sont standardisés, dans lesquels ils n'avaient pas joué un rôle de design, mais ils ont reçu, et en passant, ils ne les ont pas reçus par un billet de bien-être, ils les ont reçus en échange pour l'électricité. Ça faisait partie de l'accord du Bay James qui donnait l'assurance en échange pour l'électricité de logement adéquat. Alors, est-ce que ce logement est adéquat? Non, à mon avis, et à l'avis de beaucoup de gens, elle n'est pas adéquate. Non par sa forme et surtout pas par sa volumétrie. On parle ici des espaces qui sont beaucoup, qui dépassent, où il n'y a vraiment pas d'espace. Et en faisant ces projets-là, on a découvert tout récemment, en 2007, il y avait une publication par Avatak, par Patulik Ilsituk sur le photographe de Salouit, de la ville de Salouit. Et on a tombé sur une des photographes assez intéressant pour nous architectes. C'est un projet d'un homme, Matissi Notiluk,
qui est en train d'ajouter un porche d'hiver à l'église catholique de Saint-Louis. Et pour nous qui regardons un peu le problème des comment les Inuits eux-mêmes ont rénové les bâtiments, ça commence à souligner c'est un peu une blague chez les Inuits, mais c'est pas si drôle, mais que le faillite de nos architectures nordiques chez les Inuits, mais aussi chez nous, qu'un Inuit doit venir dans les années 50 et ajouter un porche d'hiver à l'église catholique, ça montre aussi une connaissance, une intelligence inuite et un manque d'intelligence architecturale chez nous. Et avec ça en tête, j'aimerais aujourd'hui finir, mais juste pour parler un peu de la pédagogie qu'on essaie de ramener chez nous des Inuits, les études qu'on fait, les exemples, comment on essaie de renverser un peu 300 ans d'éducation en architecture et design qui provient du Méditerranée, dans les écoles de design du Canada, de l'Europe. Et je souligne un peu une des premières penseurs du Nord et de l'architecture du Nord, Erskine, qui avait, il écrit de sa façon dans les années 60, un peu raciste, un peu centré sur l'homme. Alors j'ai traduit un peu vers 2017 et j'ai traduit qu'est-ce qu'il avait dit, mais il a dit, comme les Inuits avant nous, il faut que l'on utilise nos ressources et par analyse que nous arrivons à analyser et synthétiser une culture indigène. Alors, il n'est pas indigène. Moi, je ne suis pas nécessairement indigène non plus du Québec. Je viens de Nouvelle-Écosse. Mais comment construire une culture indigène, c'est la bonne question. Et les Inuits ont construit une culture indigène en architecture, en design. Des objets, des architectures évoluées, adaptées pendant 2000 ans, qui sont justement faites pour le territoire dans lequel on se trouve. Et la majorité de notre architecture et nos designs, nos objets, nos parcs, l'urbanisme, depuis que nous, les Européens, sont au Canada, vient d'une autre culture. Alors, comment la rendre indigène? Lui, l'exemple, c'est vraiment les Inuits. Et avec ça en tête, nous, à l'école de design, depuis 2008 maintenant, une partie de la curriculum, on fait des études, on fait des dissections de autant d'objets et d'architecture inuit, et de plus en plus Innu maintenant aussi, et Sami, quelques-uns qu'on regarde. Et on essaie de comprendre à chaque fois l'objet, comment il est construit, sa relation aussi aux ressources, comment il est durable, comment il est repérable, comment il a une relation au corps, quelles sont les terminologies pour décrire chacune des parties, si c'est un objet ou une architecture, quelle est sa relation à tous les autres types, et on commence à voir énormément de variétés. Dans les kayaks seulement, on a fait maintenant presque une douzaine de kayaks, à chaque année c'est un autre kayak, et un kayak qui va parler de son territoire. À Nunavik, sur le côte ouest ou le côte nord, en Groenland, à chaque fois, ça va être très, très, très différent. On regarde aussi la relation entre l'objet et les autres objets, le lien entre la havatak, le pagaille, le harpon, comment tous ces objets sont liés, comment les objets se relient entre eux pour faire des objets intégrés, comment un objet fait pour transport peut aussi être un objet pour vivre, l'havatak qui bouche le trou, qui est rempli, qui fait un espace pour dormir. La relation aussi aux animaux, comment le nom d'animal à l'époque qui était utilisé pour construire un kayak était directement lié à l'utilisation du kayak pour aller les chercher. Alors, toujours cette idée holistique d'un objet dans son territoire, relié aux animaux, relié à l'humanité, relié aussi à la culture. Ça, c'est juste un exemple de, pendant une tempête, comment on peut mettre des kayaks ensemble, et on peut même utiliser le phoque comme une ancre de tempête pour sécuriser les kayaks. Alors, à chaque fois d'apprécier ça. Et à l'école, ça c'est cette année-là. Cette année, on a regardé des kayaks d'Alaska qui sont beaucoup plus grands. Il y a beaucoup plus de bois, mais on les analyse. Celui-ci, c'est l'année d'avant. On a regardé les kayaks de Groenland qui sont faits pour passer au-dessus de la glace dans les flaques très peu profondes. Alors, c'est un kayak extrêmement peu profond. Et à chaque fois, on est capable de les voir. On regarde aussi des objets qui sont encore utilisés chez les Inuits. Le chromatique, le traîneau, il y a des variations et des variations et des variations. Ils sont utilisés chez les Inuits, mais aussi dans le sud du Québec. On va continuer à les utiliser. Comment est-ce qu'on attache les cordes? Comment est-ce qu'on crée un objet qui est durable, qui peut être changé, qui est ajustable? Et bien sûr, on regarde les architectures traditionnelles comme les Inuits, comme les igloos, qui sont à la fois, oui, une stéréotype et une réduction de la culture inuite, mais quand on commence à regarder toutes les variations, et même avec zéro archéologie, parce que les igloos ne laissent aucune trace,
on est capable, par des recettes et des descriptions et quelques dessins des Inuits, on est capable quand même de dessiner des douzaines, et on a des petits, on a des grandes, on a pour 7 familles, 5 familles, 3 familles. On commence à voir la richesse, et quand on les étudie, on les positionne ici à UQAM, dans les rues autour de la ville, on essaie de regarder l'orientation, comment ils sont orientés, comment le vent, comment la neige va s'accumuler. Ce sont quand même des objets extrêmement sophistiqués, et il y a énormément de travail, très peu publié là-dessus. On a énormément de travail à faire pour les apprécier. Et avec ça en tête, on commence maintenant à faire une collection d'objets nordiques. Donc les objets inuits sont les plus importants, mais où on va aussi inclure le sauna traditionnel du Norvège. On va inclure même des objets plutôt contemporains construits dans le Nord, comme Igloolik Research Station, des objets un peu partout dans le monde, dans notre monde circumpolaire et nordique, mais concentrés quand même sur des architectures et des designs inuits. Et cette expo elle a déjà fait le tour de territoire Innu vers Kuujjuaq jusqu'à Nunavik. Et on espère que l'année prochaine, ça va être ici au Cœur de Sciences. On va faire une autre version plus grande qui va inclure beaucoup d'autres objets Innu, qui va être présenté au Inuit Studies Conference ici. Et je terminerai là pour la présentation. Merci beaucoup. Bon, le temps imparti ne me permet pas d'entrer en détail dans la littérature en communication et études des médias, tout ce qui traite de l'appropriation des technologies de communication en contexte inuit. Toutefois, on peut noter quelques exemples plus ou moins connus qui offrent des avenues pour saisir la signification sociale et culturelle des objets techniques. Il existe en effet plusieurs initiatives comme des atlas en ligne, des plateformes médiatiques aussi qui permettent à des vidéastes amateurs et professionnels de diffuser leurs productions, je pense notamment à Isuma TV ou même encore sur YouTube. Mais il y a aussi des sites qui peuvent documenter le savoir oral et les histoires des Inuits. Je pense aussi au site Nanisinik Inuit Xawi Meyatukani, The IQ Adventure, qui documente des histoires orales basées sur la légende de Kiviu et présente le savoir des aînés. Il a été élaboré d'ailleurs dans un cadre éducatif et multimédia. Sans pour autant pouvoir prédire les usages en fait, qui découlent de ces objets techniques, je m'intéresse à un projet qui a eu lieu en collaboration avec des membres d'une communauté Inupiat en Alaska. Je propose donc une analyse exploratoire du jeu vidéo Kissima Inichuna, en anglais Never Alone, qui a été effectuée avec Patrick Deslauriers, doctorant et chargé de cours à la faculté de communication en jeux vidéo, pour la revue Émulation en sciences sociales en Belgique. Le studio Upper One Games est une filiale du développeur E-Line Media en Alaska. Il est présenté comme le premier développeur autochtone de jeux vidéo. L'objectif des développeurs repose sur la valorisation du patrimoine culturel, artistique, oral et la mise en valeur des savoirs inupiaq par la production et la diffusion de contenus numériques originaux avec néanmoins un objectif commercial. Never Alone est un jeu de plateforme et son processus de développement s'est fait en étroite collaboration avec des conteurs et des aînés inupiat basé sur des entretiens, des collectes de récits, un processus créatif pour intégrer l'art inupiaq à la structure du dispositif vidéoludique qu'est le jeu vidéo. Il est disponible sur diverses plateformes et il cumulait en 2016, selon le développeur, plus de 3 millions de téléchargements. Never Alone soulève de nouvelles interrogations quant au potentiel d'un médium numérique pour transmettre un héritage culturel traditionnellement fondé sur la pratique de l'oralité. L'hypothèse est que, loin d'être considéré comme un objet technique neutre, dont le joueur serait un spectateur passif de l'histoire, le jeu intègre des stratégies qui permettraient au contraire de véhiculer des idées, de faire participer et réfléchir le joueur, bref, de raconter une histoire. On pourra penser que de telles stratégies dénotent une forme d'appropriation du dispositif pour communiquer des contenus culturels d'une manière qui serait propre aux Inupiat, une adaptation et une résilience devant l'évolution des médiums de communication et fondée avant tout sur leur valeur à l'ère numérique. L'expérience du jeu est une immersion poétique dans un univers nordique. Celle-ci est guidée par une trame narrative inspirée de la légende de Kunuksayuka, traduite par Robert Nasr Cleveland en 1980. La légende raconte les aventures d'un jeune garçon qui se lance dans une quête pour découvrir l'origine d'un blizzard qui perdure et affecte sa communauté. Le scénario du jeu Never Alone en propose une adaptation, en mettant en scène le personnage de Nuna, une jeune Inupiat, accompagnée de son renard arctique qui se lance dans cette même quête inspirée de la légende. Les éléments narratifs et visuels présents dans les séquences d'animation sont inspirés de l'art inupiaq, peinture, sculpture, dessin, masques et même les vêtements.
Au lieu d'une réinterprétation et d'une possible déformation dans le processus créatif, la forme narrative du jeu et son esthétique visuelle permettent de poser un regard avant tout local et valorisent les formes d'expression créative des communautés. D'action en action, guidé par la trame narrative, le joueur découvre un univers nordique singulier et se confronte à un imaginaire du Nord, pour reprendre le concept émis par Daniel Chartier. L'angle d'analyse adopté ici repose sur les mécaniques de jeu, ou ce qu'on appelle le gameplay, l'univers discursif et la rhétorique procédurale, c'est-à-dire le fait d'être guidé dans des actions qui sont performées. Cette manière de guider le joueur s'inscrit vraiment au cœur des stratégies du jeu. À travers ces caractéristiques, le joueur découvre un ensemble d'éléments culturels que l'on peut penser éloignés de sa propre culture. Le jeu révèle alors tout son potentiel, à partir de deux fonctions, l'une ludique, l'autre documentaire. Dans un projet qui semble à la fois éducatif et créatif, et qui assure une médiation d'un discours du Nord sur le Nord, met en évidence des pratiques sociales et culturelles et témoigne de la relation des Inupiats avec le territoire. D'autres éléments saillants du jeu démontrent une démarche de valorisation du patrimoine oral et une intention de mémoire. Le joueur est amené à débloquer des capsules vidéo appelées Cultural Insights. Elles présentent des interviews avec des membres de la communauté, des conteurs, des aînés, des séries de photographies d'archives également, et des discours sur les pratiques sociales et culturelles dans les communautés inupiaq. De manière récurrente et cyclique, le joueur évolue dans cet univers et se confronte à ces représentations du Grand Nord, à des histoires, à des expériences réelles et une image, un imaginaire dont témoigne la fonction documentaire du jeu. Ces capsules, le joueur est invité à suspendre temporairement sa progression pour pouvoir les visionner. Évidemment, cette expérience du dispositif vidéoludique diverge des procédures traditionnellement associées aux jeux de plateforme, c'est-à-dire compléter les niveaux le plus rapidement possible, séquence après séquence. Bien souvent, le défi d'une médiatisation entre culture et numérique repose sur la décontextualisation de celle-ci, l'adaptation et la transformation en vue de la réception. Un élément important que le jeu permet d'appréhender a trait à la mise en valeur de la langue vernaculaire, mais aussi des concepts de Nuna et de Sila. À travers l'emploi de la langue inupiaq, plutôt qu'un objectif de préservation, Never Hollow pose un cadre d'interprétation et invite à l'exploration curieuse. De plus amples analyses seraient nécessaires car il faut rester vigilant devant une limitation des technologies de communication et des contenus qui circulent dans l'espace médiatique. Bon, premièrement, le problème de la décontextualisation des histoires qui trouvent leur origine dans une expérience des mondes nordiques et une tradition orale millénaire. Ces questions restent à explorer pour voir comment de tels dispositifs permettent dans le monde inuit de s'adapter à l'ère numérique. Merci. Donc, simplement pour mentionner au départ que le sujet général de mes recherches n'est pas nécessairement dans le Nord, mais davantage dans le milieu du paysage. La dualité, en fait, la rencontre du paysage et des questions de territorialité. Néanmoins, j'ai travaillé régulièrement, en fait, à plusieurs reprises sur le motif ou sur l'idée du glacier de montagne et qui tranquillement m'amène vers les glaces côtières, vers les icebergs, à travers, en fait, toute une réflexion qui s'est construite sur la question environnementale. Donc, l'errance de Boré, je vais répondre tout de suite. C'est un titre de travail, en fait, pour l'instant, parce que le projet n'existe pas encore. Il va débuter ce printemps. Donc, je vous en parle avec un certain flou artistique, je dirais, pour prendre le terme, dans la mesure où beaucoup d'intuition, beaucoup d'intention, mais je n'ai pas encore d'œuvre qui découle du projet. L'errance de Boré, donc, Boré, c'est un nom qu'on donne au vent du Nord. Et c'est toute l'idée de transformation, de mobilité, l'idée de mobilité des populations à travers les changements climatiques, l'idée de transformation des paysages, de fragilisation, d'altération de ces paysages-là, voire de dislocation de certains territoires qui va m'intéresser dans le projet. Donc, les images que vous allez peut-être voir aujourd'hui ou très peu, en fait, découlent de ces corpus antérieurs-là. Elles ne découlent pas du projet actuel. Donc, un des corpus que je présente, dont je ne parlerai pas, en fait, les images vont défiler avec les descriptions dont j'ai parlé du projet qui s'en vient, ont été le fait de terrain sur le glacier d'Alèche en Suisse et sur le glacier de la Plaine Morte, qui est aussi situé en Suisse, mais dans le canton de Berne.
Et pour dire en fait que de façon générale, dans ma pratique, il y a un premier mouvement qui est un terrain d'observation. Je vais passer du temps dans un certain espace, comme ça se fait en géographie dans plusieurs domaines des sciences humaines, des sciences pures. Donc, ce terrain-là va me permettre de rencontrer les gens, de discuter, d'obtenir une certaine masse d'informations, de sentir aussi le territoire, donc beaucoup de marches, beaucoup de découverte des lieux, de la photographie, de la vidéo. Et tout ce matériel-là, ensuite, devient des données, en fait, devient de l'information pour la création en atelier. Donc, je travaille le dessin à l'atelier, donc c'est le médium principal par lequel je vais œuvrer. Et pour ce projet-ci, donc, je vais m'intéresser vraiment à la figure du glacier, à la figure de la neige, à toute la notion de fragilité, de fond, de disparition, d'effacement. Et vous voyez déjà des mots qui apparaissent qui peuvent faire écho à une pratique artistique assez aisément. Donc, ces mots-là vont aussi devenir porteurs au niveau des décisions que je prendrai dans la création. Donc, c'est aussi en amont l'idée de la nature dans un contexte anthropocénique, comment on peut la comprendre aujourd'hui, alors que nature, comme on l'a longtemps compris, n'existe plus tant que ça, tant l'humain a mis sa main, a mis ses actions un peu partout. Donc, le sujet de recherche, comme j'ai déjà mentionné, sera la figure principale du glacier, des glaces flottantes, du iceberg. Autant d'un niveau plastique, un intérêt qui est assez grand. Je suis dessinatrice, je l'ai mentionné, donc le blanc fait partie de mon travail, c'est la base de mon travail, tout comme la neige. Donc déjà, il y a un écho qui est formel, qui m'intéresse toujours. Mais aussi, il y a toute l'idée d'une lenteur dans la formation, plus presque géologique des glaces. Là, je ne ferai pas de leçon à personne ici, moi je ne suis pas scientifique, donc vraiment, je le dis en toute naïveté probablement. Mais cette lenteur-là, qui tout d'un coup s'accélère dans la fonte, devient une espèce de contradiction que je trouve très intéressante et qui va aussi probablement dicter certaines décisions ou certaines orientations au projet. Donc, toute l'idée de strates, de couches aussi qu'on va retrouver dans la glace, c'est quelque chose que j'ai envie d'activer. Je ne sais pas exactement encore comment, mais j'ai envie d'activer dans la pratique. Donc, il y a un premier temps au projet qui est envisagé. Ici, c'est une œuvre qui est inspirée du glacier de la Plaine Morte. Donc, un premier temps dans lequel je vais faire effectuer une recherche documentaire sur différentes représentations historiques des glaces, comment on traduisait dans l'image ces éléments-là, comment les gens les percevaient aussi. Et d'autre part, actuellement, comment on les représente de façon interdisciplinaire, donc non seulement en art, mais aussi du côté de la recherche scientifique, du côté des médias, dans les discours politiques, par exemple, comment on se réapproprie cette image-là de la glace, de l'hiver, du Grand Nord qui change avec les changements environnementaux. Donc, ce corpus d'images-là va devenir une source peut-être d'influence pour traduire dans l'image, me réapproprier en fait en création des codes, des façons de penser la composition, de penser la structure des images même pour évoquer l'idée de transformation des paysages, d'altération des paysages, donc ça deviendra vraiment une source d'influence. Néanmoins, cette recherche va être accompagnée dans un deuxième temps par en fait un terrain d'observation, un terrain de documentation qui va avoir lieu fin mai et une partie du mois de juin dans le nord de Terre-Neuve pour aller documenter sur le site la descente des icebergs. Ce sera un premier terrain de travail, donc documentation par la vidéo, par la photo, par le son aussi, captation sonore si possible, qui, comme j'ai mentionné tout à l'heure, deviendra un nouveau matériel de travail à l'atelier. Idéalement, éventuellement, j'aimerais faire un second terrain de recherche dans l'Arctique, vraiment monter beaucoup plus haut pour aller voir la source des icebergs quelque part, d'où ça part cette chose-là, et quel est le territoire au-delà de l'image que l'on nous en donne ici. Donc, c'est un souhait pour l'instant. J'essaierai de voir les perspectives, les possibilités. Donc, le premier terrain aura lieu dans quelques mois. À la suite de ce terrain, en fait, je reviendrai à l'atelier, j'ouvrirai l'atelier en quelque sorte, donc je reprendrai la masse des informations cumulées à travers la recherche documentaire, à travers le terrain, pour en faire une synthèse, ensuite une certaine sélection au niveau du travail,
et en fait élaborer des stratégies de représentation en art qui me permettront vraiment de traduire la fragilité, traduire toute l'idée des paysages observés et de leur transformation. Donc, il y a quand même certains éléments qui d'emblée m'apparaissent féconds pour la recherche à l'atelier, pour la création. Il y a un mot qui est le mot dislocation qui devrait être quand même important. Non seulement dislocation comme telle des banquises, dislocation des glaces à certains moments, mais aussi dislocation de notre rapport à l'environnement avec tous les changements de paradigme qui l'activent actuellement. Donc ce mot pourra orienter certaines images comme telles, mais aussi certaines modalités d'installation en salle ensuite dans le moment d'une exposition par exemple. Donc c'est un mot que je sens assez important. Et ensuite, au niveau du dessin comme tel, il y a quand même des pistes qui déjà commencent à opérer. Ici, c'est un dessin qui est assez réaliste, en fait, un grand format, à peu près 5 pieds par 7 pieds, simplement d'un ciel nuageux, assez, je dirais presque hyper réaliste lorsqu'on le voit d'une certaine distance. C'est un projet qui évoquait un peu la géo-ingénierie. Je vous explique. Le dessin a été fait en partie de façon avec des outils technologiques, en partie de façon très traditionnelle, très manuelle, comme on imagine la figure du dessinateur, du peintre. Et de près, en fait, on va se retrouver devant des trames, dans certains cas, qui vont pouvoir faire penser ou imaginer des cartes informatiques ou même vraiment un domaine codé, quelque chose qui est abstrait. Et ces trames-là permettent de former la figure comme telle de l'image. Mais dans le processus même, dans la transition de la matrice vers la réalisation matérielle, en fait, de l'œuvre, il y a des failles qui se glissent, qui sont des failles de système vraiment. Je ne sais pas si vous voyez bien, des fois, il y a simplement des petits pixels qui sont des manques, ou l'équivalent, je dis un pixel, c'est pas un pixel, mais un élément de trame qui va être manquant, ou ici des erreurs plus importantes dans la traduction des données d'origine versus le fait matériel. Et ces erreurs-là ne sont pas représentées, elles sont vraiment produites par le processus et ce sont des choses que je voudrais accentuer, voire même provoquer ou du moins laisser aller prochainement pour justement, dans le système de l'image, pouvoir évoquer les transformations qui activent, qu'on peut remarquer, qu'on peut observer au niveau de la nature. Donc ça, c'est un élément que je crois vouloir développer là, dans le projet. Donc, un autre exemple, donc ici c'est un dessin aussi d'une mangrove au Belize où j'ai passé 7 mois en 2017 pour un autre terrain de recherche. Là, on est vraiment dans le sud, c'est autre chose, mais quand même un écosystème qui est extrêmement fragile, sensible et réactif. Donc, de loin, on est vraiment dans un dessin très réaliste, mais si on s'approche, en fait, la zone que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Si on s'approche, on se rend compte qu'il y a des manques, il y a des lags, il y a des failles, il y a des glitches, il y a des choses qui sont mal représentées dans l'idée vraiment d'un hyper-réalisme et qui sont, comme je le disais, le fruit du processus. Donc, c'est ces éléments-là que j'aimerais travailler davantage, que j'aimerais programmer à la limite là, au niveau de la réalisation des dessins. Donc, c'est un petit peu le projet. En gros, je ne peux pas vous dire pour l'instant de quoi ont l'air les œuvres, évidemment, parce que les œuvres répondent d'une part à la documentation que je vais faire, autant au niveau des sources visuelles qu'au niveau du terrain. Mais actuellement, ce sont un peu les pistes là, qui m'animent pour la suite des choses. Donc, je vous remercie. What I wanted to share with you was an exhibition that I did in 2015 in a gallery here in Montreal, Arnoux. And this work is based on a trip that I took sailing the Northwest Passage. And here's a little sort of map, but I wanted to before I even start talking at all, just to give a disclaimer that I'm not an Arctic specialist, and I have relatively very little direct experience with the North, and my work is really not meant to speak for other people or speak to some area of expertise that I don't have. I think really my intention is to use art as a platform to raise questions about
what you were talking about. What is really the question of nature, and how do we think about our world and our relationship to the world? So this project was based really in response to when I was sailing up here on Baffin Island. There was an Inuit, Angat Pedersen, on board, and we were talking about general thoughts about the landscape and relationship to land, and he was saying, he was talking about the iron ore mine at Mary River, and he sort of gestures over there, sort of along the shoreline, and he says, for example, like that mountain, you can actually see it's a bit more inland, but he said that mountain will soon be gone. So talking about the transformation of the land through our own purposes, and that question of, I found it so interesting today, the question of, how, for example, the seal hunt is, like you were remarking on that, like how it directly then relates to the use of minerals. And I find those, those entanglements the complexity of those entanglements quite important and interesting to kind of get involved with. So that's what really this work was about. And here's a closer detail of where the mine is. And then I ended up interviewing several members of the community of Pond Inlet and talked to them about their relationship to their land and also to the site, which is a complex question because there's also the benefit of the making money from the mine and what it means to work there and what it means for the animals and how sort of the general overall complexity of that particular mineral extraction. So here's an example of the gallery view. So this exhibition was really, the project was sort of conceived in 3 parts. So it was this sound sculpture which is in the back, which I'll show you a detail of. These Shinkule prints, which were made with my photographs of the landscape with big cutouts taken out. So that idea of sort of removing something and then I replaced it with the paper. And then the 2 papers of the photograph and the color are put through a press and they become one. So sort of taking something apart and putting it back together with something missing. And that question too of how the image, something is withheld. So it isn't fully disclosed, it's not fully given over, it's partially blocked or not revealed. So this is the sound piece that's called Rough Has No Tongue, and it's made in collaboration with these members of the community. So the idea was that the interviews are culled from the community, and then the sound sculpture is a little piece of iron ore resting on a mirror. So when the viewer goes close to it, it activates the voice, the sound of somebody talking. And they're different sort of extractions of the conversations that are played at random. So you kind of have to be there to listen to it, which is a nice metaphor. And I thought also I was really touched by the previous documentary about that sort of, Anju said, we have to learn to speak their language. She was talking about advocating for their, their right really. And I was thinking it's like, what if we were to learn to speak, the language of the rock or the language of, the things that are essentially normally considered as background, the landscape as a sort of context for us to go about our activities, but instead if the landscape were in the foreground and if the landscape were sort of perceived more as active matter. So those are some of the questions that I'm thinking of, and that's what I was thinking in terms of having it, be animated by the sounds of the voices. So now I'm going to try to have you listen to an excerpt of some of those voices. It's going to be a bit difficult. Here's the people when they got close to it listening. And it becomes like a specimen. It's like this sort of extraction of this small little thing kind of resting in this big space of the gallery. And a big mountain. I don't know if it's still big today, but it was a beautiful place. Normandy is a very beautiful place. You could see the ocean from Mount Inlet. You could see narwhals, a bunch of big mountains. You see swans, sand cranes, rabbit, foxes, everything. You could see lots of things, even walrus.
It was beautiful, and the population was less than 100 when I used to go there. The population is over 300, apparently, in Mount Inlet right now, 2017. I can't imagine what it looks like right now, 7 years later. Like, bigger than most communities on Baffin Island, near a river. I'm wondering, it's like halfway from a mountain to a hill. That's what I think, 7 years later. But it's a huge mountain because it's too big. It's huge. Beautiful rock, burgundy plum looking. No, maroon, dark color, right? Iron ore is that color, maroon plum or burgundy, or lighter. If I remember right, I think it's one of those colors. The mountain is that color, yeah. But the main mountain is where the iron ore is. And it's one of the most highest grades of iron ore, which is why it's so sought after. It's a little marshy, and also the rocks, they're starting to change their colors. And since the pH levels vary, you can see some of the copper ore and also the iron ore out there changing their colors, which makes it a colorful mountain. More along the line of dark brown, turning into a vibrant red. To have that much iron ore in that high grade, it's very impressive that it comes from Nunavut. I say just leave the mountain. Just leave it be. Aliane jo kapo inuna junga olo solita ova ia ya ya aya ia ya aku tuyuan motivo olo solita ova ia ya ia ya Ovia sulla ponga inone alle rama ia I would give it much thought rather than answering it right away. You have to think of the pros and cons, see if there's enough pros in there rather than the cons to be able to make that kind of decision. That would need to be deliberated between several people who has the experience of being out on the land and also being a hard worker, to give their opinions of what is needed rather than what is wanted. If the land could speak, it would probably say, relax, take a walk, enjoy the scenery, take a breather, slow down, go fish. The mountains are enormous, all over. You don't hear nothing, all around you. For miles and miles and miles, no sound. When I'm out there, just walking, I feel very thankful that I'm alive to be here. Great, so that's that piece, and then in addition to that sound sculpture is a series of Shinkole prints, which have the colors are completely different, so that's a bit
So there's this idea of the extraction and the taking and the removal, and also what it means to look through binoculars, the kind of framing of vision through in the service of exploration, and how we see just sort of parts of things. This is the last one is called Set in Motion. This is called What Nations Come and Go. It's quite really radically different, the color on the screen. This is Sovereign Aspirations. This is the Hudson Bay's Trading Post Company at Fort Ross. This is called No More Than Transitory Impact. So here we are here visiting. It's remarkable how many people actually really do visit the Arctic, and what does that mean in terms of the presence of the ships. And this is called the Ore Body. This mountain. The Archivist. And then these are a series of paintings, so they're really quite impossible to see, I have to say, but they're made by taking one action and repeating it. So I was thinking again about what does it mean, the buildup of something over time, and how long does it take to make a mountain, and then how it could be suddenly dismantled or removed. And also about our relationship to matter and to materiality. So the paintings are made by choosing one action and repeating it again and again and again, and it's kind of a combination between my participation with enacting, performing the action, and then also the material as it guides me in sort of a making together kind of thing. So there's two colors here, and the colors really come very much from the descriptions of people talking, and it's interesting for me to watch you listening to that, because in a way there's nothing to see, but when you hear the sounds of people describing it, then we can imagine things ourselves, and I think that's that power of imagination. I mean, the absence of actually something visual is quite palpable and specific. So for me too, the listening is very evocative of what it could mean, and how you could sort of harness that or imagine the colors of the place. So the colors come from those descriptions. Yeah, it's really hard to see this here. So they're made on wood. They're made out of wood panels, and it's oil paint. So it's quite they're like carved or pierced. That idea of something sort of breaking through or almost holding together. This is called Until It Gives Way. Where these ways crossed paths, our own faults, our own failures. So that's that. It's a bit hard to see them here, but thank you for your patience with all the technical problems.